À l'été 1998, sur la magnifique terre de France, l'équipe nationale allemande, la Mannschaft, participait à la Coupe du Monde en tant que championne d'Europe en titre. Elle alignait une formation comparable à de vieux généraux aguerris, témoins de l'histoire qui avait soulevé le trophée doré en 1990. Avec une discipline de fer et un esprit combatif typiquement allemand, on attendait d'elle qu'elle poursuive son épopée. Cependant, le football n'est pas qu'une question de gloire. L'amère défaite 0-3 face à la Croatie en quart de finale n'était pas qu'un simple revers. Elle marquait l'effondrement d'un empire, les adieux déchirants à la dernière génération dorée du 20e siècle. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis cet été en France. Que sont devenus ces héros? Le temps a marqué leur vie, les menant sur des chemins de destin très différents. Certains sont devenus de puissants dirigeants, d'autres ont trouvé la paix à la campagne, et d'autres encore ont dû affronter les épreuves de la vie. Revenons sur les parcours tumultueux des 12 figures les plus emblématiques de cette escouade de chars. Jürgen Klinsmann, poste, attaquant. En 1998, lors de l'équipe d'Allemagne, Jürgen Klinsmann était bien plus que le capitaine. Il en était l'âme, la flamme qui embrassait l'attaque. À 33 ans, avec sa longue chevelure blonde et sa foulée puissante, Klinsmann incarnait la détermination. Il marqua 3 buts durant le tournoi, toujours le premier à galvaniser ses coéquipiers dans les moments difficiles. On se souvient de ses têtes plongeantes, de ses finitions chirurgicales en une touche et de l'image poignante de ses larmes après la défaite face à la Croatie. La performance de Klinsmann cette année-là fut le dénouement tragique d'un grand nomade qui se donna corps et âme pour son pays. Après avoir raccroché le brassard de capitaine et pris sa retraite de joueur, la vie de Klinsmann a pris un tournant fascinant et révolutionnaire. Au lieu de se reposer, il s'est installé aux États-Unis, s'immergeant dans une culture ouverte et moderne. Klinsmann est revenu au football en tant qu'entraîneur, porteur d'idées novatrices. Il a été l'artisan de la révolution du football allemand en 2006, transformant radicalement une mentalité défensive dépassée en un style de jeu offensif et fluide. Sa carrière d'entraîneur a connu des hauts et des bas, des succès avec l'Allemagne et les États-Unis, à des expériences plus difficiles au Bayern Munich, au Hertha Berlin et, plus récemment, avec l'équipe nationale sud-coréenne. La vie personnelle de Klinsmann est aussi riche que sa carrière. Homme de famille, il vit paisiblement en Californie, loin du tumulte médiatique européen. Klinsmann est également connu pour ses multiples talents. Boulanger de métier, une tradition familiale, il possède aussi une licence de pilote d'hélicoptère. Liberté, soif d'aventure et ouverture d'esprit sont ses maîtres mots. Le contraste entre l'assassin implacable qu'il est dans la surface de réparation et le Californien jovial et ouvert d'esprit qu'il est dans la vie de tous les jours fait tout le charme de Klinsmann. Aujourd'hui, à 60 ans, Jürgen Klinsmann continue de s'investir pleinement dans le coaching et les commentaires sportifs internationaux. Malgré ses cheveux grisonnants et les marques du temps sur son visage, son regard brille toujours d'une passion communicative lorsqu'il parle du football, inspirant sans cesse la jeune génération à oser penser, oser agir et oser changer. Oliver Bierhoff, poste, attaquant. Lors de la Coupe du Monde 1998, Oliver Bierhoff, grâce à son jeu de tête exceptionnel, se met la terreur dans toutes les défenses. À Trent Hans, il était un véritable maître du jeu de tête, un avant-centre classique capable de se placer avec précision et de conclure avec sang-froid. Auteur de 3 buts, Bierhoff a prouvé que son but en or à l'Euro 96 n'était pas un coup de chance. Il évoluait avec un calme et une élégance discrets, dissimulant une redoutable efficacité. Sur les terrains de France, Bierhoff était comme un gentleman à la chasse, sans fioriture ni effet de manche, mais d'une efficacité implacable, incarnant la solidité de l'attaque de la Mannschaft. Loin des projecteurs des terrains, Oliver Bierhoff a bâti une brillante carrière d'entraîneur, sans doute plus fructueuse encore que celle de nombre de ses pairs. Après avoir pris sa retraite sous les couleurs du Chievo Vérone, il a rapidement mis à profit sa formation universitaire. Il est diplômé en économie, pour accéder aux plus hautes sphères du football allemand. Pendant 18 ans, Bierhoff a été directeur de l'équipe nationale allemande, véritable cerveau de l'opération, restructurant le système de formation des jeunes et façonnant l'image moderne de la Mannschaft. Le succès de la victoire à la Coupe du Monde 2014 porte l'empreinte indélébile de sa vision managériale. Cependant, sa carrière d'entraîneur s'est également achevée après les échecs successifs de l'équipe nationale lors des tournois suivants, le contraignant à démissionner avec regret.
Dans la vie, Bierhoff est l'incarnation même de la réussite et de la discipline. Rarement impliqué dans des scandales, il affiche toujours l'allure soignée d'un homme d'affaires plutôt que celle d'un ancien joueur. Sa vie est rythmée par son travail, sa famille et ses projets de développement du football. La froideur, le calcul et la précision dont il faisait preuve sur le terrain semblent se refléter dans sa vie personnelle, faisant de lui un manager perspicace et décisif. Aujourd'hui, après avoir quitté la Fédération allemande de football, Oliver Bierhoff, qui approche la soixantaine, profite d'un temps libre précieux avec sa famille et se consacre aux conseils sportifs et à des projets entrepreneuriaux. Son parcours prouve que l'intelligence et le football peuvent s'unir pour laisser une empreinte indélébile. Lothar Matthäus, Post, balayeur, libéraux. Lothar Matthäus, lord de France 98, était une légende vivante, un monument vivant qui achevait une magnifique carrière internationale. À 37 ans, il était encore le pilier de la défense, évoluant au poste de libéraux, un rôle qu'il avait sublimé. Bien que sa vitesse n'ait plus été celle de sa jeunesse, sa vision tactique et son intelligence de jeu restaient exceptionnelles. Il était le leader spirituel de l'équipe, détenteur du record de sélection en équipe nationale et de participation à la Coupe du Monde. L'image de Matthäus dirigeant la défense et lançant de longs ballons précis est devenue un symbole d'endurance et de classe intemporelle. Après ce tournoi, Matthäus a continué à jouer au plus haut niveau pendant quelques années avant de s'installer aux États-Unis pour y passer la fin de sa carrière et de raccrocher définitivement les crampons. Sa carrière d'entraîneur qui a suivi fut aussi chaotique que haute en couleurs. Il a tenté sa chance comme entraîneur au Rapid Vienne, All Partizan Belgrade, en équipe nationale hongroise et en Bulgarie, mais sans rencontrer le même succès retentissant qu'en tant que joueur. Matthäus est alors devenu l'un des consultants footballistiques les plus réputés et les plus francs d'Allemagne. Il n'hésite jamais à exprimer des opinions tranchées, parfois controversées, mais son expertise pointue lui vaut toujours le respect. La vie privée de Matthäus a fait couler beaucoup d'encre dans la presse à scandale, avec 5 mariages et d'innombrables liaisons. Il semble que sa soif de victoire et son ego démesuré sur le terrain se soient également reflétés dans sa vie amoureuse tumultueuse. Malgré cette vie personnelle parfois agitée, nul ne peut nier sa passion dévorante pour le football. Aujourd'hui, sexagénaire, Lothar Matthäus apparaît encore régulièrement sur les grandes chaînes de télévision en tant que consultant. Ambassador International de la Bundesliga. Il parcourt le monde pour promouvoir le football allemand. Son parcours est celui d'un génie qui refuse de vieillir, un homme qui vit pleinement chaque instant, imprégné de son aura si particulière. Andreas Köpke, Poste, Guardian de Bot. Dans les buts allemandes en 1998 se trouvait Andreas Köpke, le héros de l'Euro 96. À 36 ans, Köpke inspirait une sérénité absolue grâce à son calme et à ses réflexes exceptionnels. Loin d'être un gardien flamboyant criant sans cesse, il impressionnait les spectateurs par son assurance et son placement judicieux. Bien qu'il ait dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à 3 reprises, lors de ce quart de finale fatidique, personne ne le blâma, car auparavant, il avait réalisé d'excellentes performances, préservant ainsi sa cage inviolée et garantissant le succès de son équipe. Köpke était un pilier discret, le gardien le plus fiable durant la période de transition du football allemand. Après la Coupe du Monde 1998, Köpke annonça sa retraite de l'équipe nationale, laissant sa place à Oliver Kahn. Il continua à jouer pour Marseille, puis retourna à Nuremberg avant de prendre sa retraite en 2001. Contrairement à l'agitation médiatique autour de nombreux coéquipiers, Köpke choisit une voie plus discrète, mais d'une contribution essentielle: devenir l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale allemande pendant 17 ans, 2004-2021. Sous sa direction, l'Allemagne a vu émerger des générations exceptionnelles de gardiens, tels que Jens Lehmann, Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen. Il fut l'artisan de la stabilité des cages de la Mannschaft lors de nombreuses Coupes du Monde et d'Euro. La vie d'Andreas Köpke est simple et discrète. Homme de famille, il a toujours soutenu la carrière de son fils Pascal Köpke, qui a lui aussi embrassé une carrière de footballeur professionnel. Son calme et sa modestie sur le terrain reflètent parfaitement sa personnalité. Un entraîneur dévoué, indifférent à la gloire personnelle, entièrement tourné vers la progression des autres. Aujourd'hui, après avoir quitté le staff technique allemand de Hansi Flick, Andreas Köpke coule une retraite paisible.
Son savoir et son expérience restent néanmoins un précieux atout, et il participe encore occasionnellement à des événements footballistiques en tant que légende respectée du poste de gardien de but. Jürgen Kohler, poste, défenseur central. Jürgen Kohler, affectueusement surnommé Fußballgott, dieu du football par les supporters, était le pilier de la défense allemande en 1998. À 32 ans, Kohler conservait son style fougueux et agressif, ainsi que son marquage individuel comme une ombre qui avait fait sa renommée. Sa ténacité et sa ruse faisaient de lui la terreur de tous les attaquants. Cependant, sa dernière Coupe du Monde s'est terminée sur une note amère. Durant toutes ces minutes de jeu, il s'est donné à fond. Mais l'âge et l'évolution du football moderne ont rendu son style, basé sur la force, difficile à contrer face à des adversaires agiles. Après avoir pris sa retraite au Borussia Dortmund, où il est devenu une légende du club, Kohler s'est essayé au métier d'entraîneur. Ce parcours fut cependant semé d'embûches. Il a dirigé l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans, a été directeur sportif du Bayer Leverkusen et a entraîné des équipes de divisions inférieures. Un grave problème de santé cardiaque l'a contraint à interrompre son activité professionnelle pour se faire soigner. Mais avec le courage d'un guerrier, il l'a surmonté. Kohler est également très engagé dans des actions caritatives, notamment auprès de fondations soutenant les enfants atteints de maladies cardiaques, un engagement inspiré par sa propre expérience. Une carrière d'entraîneur sans éclat particulier n'a en rien terni l'héritage exceptionnel qu'il a laissé. Dans la vie, contrairement à son allure robuste et à son style de jeu inflexible sur le terrain, Kohler est un homme chaleureux, drôle et d'une grande humilité. Il chérit chaque instant passé en famille et entretient toujours d'excellentes relations avec ses anciens coéquipiers. Aujourd'hui, Jürgen Kohler entraîne l'équipe de jeunes du Viktoria Köln ou participe à des stages de formation. À la fin de la cinquantaine, il conserve la flamme de l'enthousiasme, transmettant son expérience défensive de haut niveau à la jeune génération, témoignant ainsi d'un amour pur et désintéressé pour le football. Thomas Hässler, poste, milieu de terrain. Thomas Hässler, ce petit homme talentueux surnommé Icke, était le maître à jouer de l'Allemagne en 1998. Du haut de son 1,66 mètres seulement, il était un géant de la technique sur le terrain. Dribbles éblouissants, contrôle de balle impeccable et coups francs particulièrement redoutables étaient les armes de Hässler. À 32 ans, même si son endurance avait diminué, chaque fois qu'il touchait le ballon, on pouvait encore percevoir une rare douceur et une créativité débordante au sein d'une équipe vieillissante et rigide. Il était la touche artistique dans le tableau musclé de l'équipe allemande de l'époque. Après le tournoi, Hässler a évolué dans différents clubs, comme Dortmund et le 1860 Munich, avant de terminer sa carrière en Autriche. La vie de Icke, en coulisses, était plus triste qu'heureuse. Il a peiné à trouver un poste d'entraîneur de haut niveau, se contentant généralement de diriger des équipes de divisions inférieures ou d'occuper des postes d'adjoint. Sa vie personnelle a notamment été marquée par des difficultés financières et un divorce. Les fans étaient parfois navrés de voir le champion du monde contraint de participer à des émissions de télé-réalité comme Jungle King pour gagner sa vie et maintenir sa notoriété. Pourtant, la volonté de ce petit joueur qui avait jadis conquis le monde l'a aidé à se relever. Hässler n'a jamais renoncé au football. Il a accepté de recommencer dans des équipes amateurs, trouvant du plaisir à entraîner des joueurs inconnus. Le contraste entre une star flamboyante sur le terrain et un homme qui luttait dans la vie rend son histoire d'autant plus touchante. Aujourd'hui, Thomas Hässler entraîne toujours avec passion dans les divisions inférieures berlinoises. Bien qu'il ne soit plus sous les feux de la rampe, son sourire bienveillant et son amour du ballon restent intacts, témoignant de la valeur d'une passion indéfectible. Andreas Müller, poste, milieu de terrain. Andreas Müller, l'un des talents les plus naturellement doués, mais aussi les plus controversés de l'histoire du football allemand. Lors de la Coupe du Monde, 1998, à Trentons, Müller incarnait le rôle de principal créateur du jeu, le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Doté d'une technique personnelle exquise, d'une vitesse fulgurante et d'une frappe de loin redoutable, il représentait une menace constante. Cependant, une personnalité parfois jugée arrogante, des plaintes fréquentes et des incidents de simulation passés lui ont valu d'être souvent critiqué par les médias. Malgré tout, personne ne pouvait nier le talent exceptionnel de Müller, un numéro 10 classique, fier et doté d'un talent hors du commun.
La carrière de Müller a ensuite continué de surprendre avec un transfert impensable de Dortmund à Schalke 4, le rival historique, où il a brillé et remporté la Coupe d'Allemagne. Après sa retraite, Müller a occupé divers postes, entraîneur, directeur sportif et commentateur. Il a été adjoint de l'équipe nationale hongroise, puis directeur du centre de formation de l'Eintracht Francfort. Son parcours après la retraite a été semé d'embûches. Il a dû travailler dur pour faire oublier les préjugés sur sa personnalité et prouver ses compétences de manager. Après l'agitation de sa jeunesse, Müller est devenu très discret dans sa vie privée. Il se consacre à son travail et passe du temps en famille. L'arrogance d'antan a laissé place au calme et à la maturité d'un homme aguerri. Il comprend parfaitement le prix de la célébrité et de la pression médiatique. Aujourd'hui, Andreas Müller reste attaché au football et occupe des postes de direction technique dans des clubs allemands. Il est la preuve que le véritable talent finit toujours par trouver sa place, aussi difficile que soit le chemin. Dietmar Hamann, poste, milieu de terrain. Considéré comme l'un des plus jeunes visages de l'équipe d'Allemagne en 1998, Dietmar Hamann, 24 ans, incarnait l'avenir de la Mannschaft. Son jeu intelligent, sa frappe puissante de loin et son sang-froid remarquable ont insufflé un vent de fraîcheur à un milieu de terrain vieillissant. Bien qu'il ne soit pas encore un pilier incontournable lors de ce tournoi, ses apparitions sur le terrain ont révélé un milieu défensif de classe mondiale. Hamann symbolisait la transition, le trait d'union entre l'ancienne et la nouvelle génération. Après la Coupe du monde de 1998, la carrière de Hamann connut un essor fulgurant lorsqu'il rejoignit l'Angleterre pour jouer à Newcastle, avant de devenir une légende de Liverpool. Son moment de gloire fut la nuit magique d'Istanbul en 2005, où, entré en jeu en cours de match, il contribua à la victoire de Liverpool en Ligue des Champions malgré un orteil cassé. Les Anglais le surnommaient affectueusement Didi et Kaiser. Après sa retraite, il dut faire face à de graves problèmes personnels, notamment une dépendance au jeu qu'il révéla courageusement dans son autobiographie. Son parcours de réhabilitation et de reconquête d'un équilibre de vie est une histoire empreinte de résilience. Aujourd'hui, Dietmar Hamann est l'un des consultants footballistiques les plus respectés et les plus perspicaces de Sky Germany et des chaînes de télévision britanniques. Il est réputé pour son analyse franche et sans concession, qui provoque parfois des polémiques médiatiques. Il partage son temps entre un travail intense dans les médias et sa passion pour d'autres sports, comme le cricket. Hamann a surmonté les épreuves de sa vie pour devenir un homme courageux, utilisant son histoire pour mettre en garde et inspirer les autres. Christian Ziege, poste, défenseur/milieu gauche. Christian Ziege aborda la Coupe du monde. 1998 à 26 ans, considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauches offensifs d'Europe. Doté d'un pied gauche d'une précision chirurgicale et d'une qualité de centre exceptionnelle, Ziege était un véritable poison sur le flanc gauche. Malgré des blessures et une concurrence à son poste qui l'empêchèrent d'être titulaire indiscutable durant le tournoi, Ziege marqua les esprits à chacune de ses apparitions. Son image fut par la suite associée à sa coiffure excentrique de la Coupe du monde 2002, mais en 1998, il avait encore un visage plus doux. La carrière de Ziege en club fut incroyablement brillante. Il porta les couleurs de grands clubs comme le Bayern Munich, l'AC Milan, Liverpool et Tottenham. Cependant, des blessures à répétition le privèrent de nombreuses occasions de briller et le contraignirent à prendre une retraite prématurée. Refusant de se laisser abattre, Ziege se tourna vers l'entraînement. Il entraîna des équipes de jeunes allemandes et travailla dans plusieurs clubs de moindre envergure en Allemagne, en Espagne et en Autriche. Bien qu'il n'ait pas connu un succès retentissant sur le banc de touche, sa persévérance est admirable. La vie de Ziege après le football est plutôt paisible. Il apprécie la simplicité, loin du tumulte du monde. Le plus grand drame qu'il ait vécu fut le décès de sa femme bien-aimée des suites d'une grave maladie, il y a quelques années. Cette immense perte l'a rendu plus réservé, mais aussi plus fort pour être un pilier pour ses enfants. Aujourd'hui, Christian Ziege continue de travailler dans le milieu du football, généralement comme entraîneur ou directeur sportif d'équipes de divisions inférieures. Son histoire est un hymne à la résilience face à la souffrance, tant physique que morale. Jens Jeremies Poste, milieu de terrain. Jens Jeremies, ce milieu de terrain de 24 ans à la longue chevelure romantique et au style de jeu fougueux, fut une découverte intéressante pour l'Allemagne.
Infatigable et travailleur, il n'hésitait pas à s'engager dans les duels et se battait toujours à 200%. Lors de la Coupe du Monde, 1998 en France, on comptait sur lui pour renforcer le milieu de terrain. Son jeu intrépide et continu était précisément ce dont les Allemands étaient fiers. Il incarnait l'esprit combatif, prêt à se sacrifier pour le collectif. Le sommet de la carrière de Jérémie, mais aussi sa tragédie, sont intimement liés au Bayern Munich. Il fut un élément clé de la victoire en Ligue des Champions en 2001. Cependant, pour atteindre ce triomphe, il paya un prix exorbitant. Jouer la demi-finale avec un genou gravement blessé. Cette décision contribua à la victoire de l'équipe, mais mit un terme prématuré à sa carrière, marquée par une blessure chronique. Jérémie dut prendre sa retraite à peine 30 ans plus tard, laissant derrière lui un profond regret chez les supporters, qui déplorent la disparition de ce joueur courageux. Après avoir quitté les terrains, Jérémie a choisi une vie loin des projecteurs. Il a fondé une société de gestion de joueurs et de conseils financiers, mettant à profit son expérience pour aider les jeunes joueurs à éviter les erreurs. Il vit désormais discrètement, s'adonnant à des loisirs raffinés et consacrant du temps à sa famille. Son sacrifice d'il y a des années est salué par le monde entier. Mais pour Jérémie, c'était simplement une question de responsabilité. Aujourd'hui, Jens Jérémie est un homme d'affaires prospère et un agent consciencieux. Il continue de suivre le football, mais avec le regard serein d'un observateur attentif, satisfait de son parcours et de son travail. Christian Wurns, poste, défenseur central. Christian Wurns, âgé de 26 ans, arrivait à la Coupe du Monde 1998 comme un futur pilier de la défense allemande. Il joua solidement, avec puissance et discipline tout au long de la phase de groupe. Cependant, le destin s'acharna sur lui et le plaça au cœur d'une tragédie. L'expulsion directe à la 40 minute du quart de finale contre la Croatie, suite à une faute sur Davor Schuker, change tout. L'Allemagne s'effondra après avoir été réduite à 10 et Wurns devint le bouc émissaire aux yeux du public. Ce fut la plus grande cicatrice de sa carrière internationale, un souvenir douloureux dont il mit de nombreuses années à se remettre. Surmontant ce choc, Wurns retourna à son club et y fit ses preuves. Il devint une légende du Borussia Dortmund, un capitaine exemplaire et un pilier irremplaçable pendant de nombreuses années, remportant la Bundesliga en 2002. Une brillante carrière en club apaisa en partie la douleur de 1998. Après avoir raccroché ses crampons, Wurns se tourna vers l'entraînement, se concentrant sur les jeunes. Il dirigea les équipes de jeunes de Bochum, de Dortmund et les sélections nationales allemandes de jeunes. Dans la vie, Christian Wurns est un homme discret, sérieux et d'une grande intégrité. Il parle rarement du passé, toujours tourné vers l'avenir. Sa capacité à se relever après une erreur pour bâtir une solide carrière est une leçon précieuse pour ses jeunes élèves. Aujourd'hui, Christian Wurns est toujours aussi assidu sur le terrain d'entraînement, où il entraîne les jeunes. Il met à profit sa propre expérience, parfois douloureuse, pour enseigner aux jeunes joueurs la concentration, le courage et la capacité à affronter l'échec. Pour lui, le football est la meilleure école de la vie. Jörg Heinrich, poste, défenseur, ailier. En 1998, Jörg Heinrich était le poumon de l'équipe d'Allemagne. À 28 ans, il a disputé les 5 matchs, infatigable sur son aile. Originaire d'Allemagne de l'Est, Heinrich possédait une endurance hors du commun, une vitesse fulgurante et une polyvalence remarquable. Sans être le joueur le plus spectaculaire, il était sans conteste le plus assidu, s'acquittant toujours à la perfection des tâches tactiques qui lui étaient confiées. Ses performances régulières lors de la Coupe du Monde lui ont permis d'attirer l'attention des grands clubs européens, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière. Immédiatement après le tournoi, Heinrich rejoint la Fiorentina Italie pour un montant record pour un joueur allemand à l'époque et devient le coéquipier de Batistuta. Après un passage réussi en Serie A, il retourne à Dortmund et continue à remporter des titres. Après sa retraite de joueur, Heinrich ouvre un grand magasin d'articles de sport, une activité aussi pratique qu'intéressante. Cependant, la nostalgie des terrains le ramène à l'entraînement. Il travaille notamment comme entraîneur adjoint à Dortmund sous les ordres de Peter Stöger et entraîne plusieurs équipes de division inférieure. Jörg Heinrich est un modèle d'humilité et de persévérance. Il ne s'est jamais considéré comme une star, mais toujours comme un professionnel dévoué. Sa vie est paisible auprès de sa famille, loin des scandales et des polémiques. Cette simplicité lui vaut l'affection des supporters.
Aujourd'hui, Jörg Heinrich reste fidèle au football en tant qu'ambassadeur du Borussia Dortmund et participe également à l'entraînement. Il fait le lien entre le passé et le présent, incarnant un combat acharné pour raviver la flamme des supporters.